Bonsoir à tous et merci de nous retrouver sur Monaco Info pour cette nouvelle édition. Voici tout de suite les titres que nous développerons en ce mercredi 15 novembre. Le concours de création d'entreprise organisé par la JCE se tenait hier soir. Nous vous présenterons les 3 lauréats de cette 22e édition. Retour sur le festival Le Temps Presse, des jeunes de la Principauté devaient élire leur court-métrage préféré. Nous les avons suivis. Faut-il vacciner ou non nos enfants? Nous reviendrons sur ce sujet qui fait débat. Et nous refermerons cette édition avec notre invitée du mercredi. Vanessa Dessy a rencontré Evelyne Janta, l'ambassadeur de Monaco au Royaume-Uni et au Kazakhstan. Je vous en parlais en titre, le concours de création d'entreprise s'est tenu hier à l'auditorium Régnier 3 en présence notamment du ministre des Finances et de l'Économie Jean Castellini. Quels sont les lauréats de ce concours organisé par la Jeune Chambre économique de Monaco? La réponse avec Émilie Rousseau. Ils étaient 11 finalistes, 11 jeunes entrepreneurs de secteurs différents à avoir soutenu leur projet à l'oral devant un jury. Les noms des gagnants du concours de création d'entreprise viennent d'être révélés. Ils sont au nombre de 3. Le premier, l'entreprise Papyrus, a reçu le prix du gouvernement princier. Papyrus est une plateforme internet qui soutient les étudiants dans leur choix d'orientation grâce à des avis de professionnels. C'est d'abord une vraie reconnaissance pour moi, pour mon équipe, pour ce que j'ai créé, mais aussi pour le monde de l'éducation et de l'orientation, qui est vraiment le terreau en fait, de mon entreprise. La jeune entreprise Link You Leisure a elle reçu le prix décerné par la Jeune Chambre économique, une dotation de 21 000 € qui permettra de développer l'application qui offre une nouvelle manière d'organiser nos loisirs. Pour notre business model, on cherchait à pouvoir obtenir une certaine somme pour nous permettre, si vous voulez, à faire rentrer de nouvelles sociétés de loisirs dans notre application et pour permettre aux personnes qui sont à Monaco de pouvoir avoir accès à une plus grande gamme. Du coup, c'est un réel coup de pouce d'obtenir ce prix. Exactement, c'est un réel coup de pouce et grâce à ça, ça accélère vraiment notre développement de 8 mois, voire même peut-être 10 mois. Donc tout à fait. Le jury de la 22e édition du concours de création d'entreprise a également décidé de soutenir le projet de Melahat Zorlou en lui attribuant le prix du coup de cœur pour Sign Me Up. Son objectif, proposer en principauté des formations et des services en langue des signes. Il y a 360 millions de personnes sourdes dans le monde. Grâce à Sign Me Up, nous allons pouvoir attirer une nouvelle clientèle à Monaco, adapter des visites de musées en langue des signes. Ce prix est tout un symbole car il faut savoir aussi que la Principauté a ratifié la convention relative aux droits des personnes handicapées à New York en septembre dernier. Lors de cette cérémonie, un lien a été fait avec la créativité et l'imagination débordante de la jeunesse. En effet, les lauréats de l'édition 2017 de Graines d'entrepreneurs étaient présents sur scène pour dévoiler leurs projets. Des projets qui, pourquoi pas, pourraient devenir concrets dans quelques années. Voilà pour les lauréats de cette 22e édition. Sachez que ce concours de création d'entreprise s'est déroulé en clôture du salon Monaco Business, un salon que vous avez pu découvrir dans notre édition d'hier. Et parmi les exposants présents, des entités du gouvernement princier, je vous propose d'écouter à ce sujet Laurence Garino du Monaco Welcome Office. C'est important parce qu'il s'agit de l'entrepreneuriat et du monde de l'entreprise monégasque. C'est important pour le Welcome Office d'être là pour informer ceux qui sont intéressés par une implantation, mais pas seulement, pour les entrepreneurs qui sont en principauté, qui cherchent des opportunités d'affaires ou qui ont des problématiques particulières. Et l'idée de cette année des organisateurs, de M. Cohen, était de mettre sur un stand unique plusieurs services de l'État et institutionnels, puisqu'on avait la direction du travail, le service de l'emploi et les caisses sociales et le Welcome Office autour du même stand afin de faciliter en fait l'information des entrepreneurs visiteurs du salon. En un seul stand, ils pouvaient avoir les principaux interlocuteurs pour les différentes problématiques qui peuvent les occuper. Et dans le reste de l'actualité, en bref et en images. L'équipe s'appellera Monaco Impie, armée de guerriers en zoulou, et sera constituée de 5 joueurs de l'équipe nationale monégasque et de 7 joueurs internationaux sud-africains. Certains de ces joueurs étaient présents mardi au Palais Princier, tout comme plusieurs des membres de la délégation qui sera présente à Dubaï lors du tournoi de rugby à 7.
17 tournois différents y sont organisés simultanément sur 7 terrains gazonnés en plein désert. Cet événement fait partie d'un échange global entre la Fédération monégasque de rugby et la South Africa Rugby Legends Association, un programme soutenu par la Fondation Princesse Charlène de Monaco, appelée Monaco South Africa Rugby Exchange. Du Palais Princier au musée océanographique où ont débuté les traditionnelles remises de médailles organisées dans le cadre de la fête nationale. Avant les médailles d'honneur, les médailles de l'éducation physique et des sports, les remises de décoration dans les ordres de Saint-Charles et de Grimaldi, c'était au tour des remises de médailles du travail au cœur du musée océanographique, à retrouver en intégralité 2 fois par jour sur Monaco Info et plusieurs fois sur le www.monacochanel.mc. Et dans le cadre toujours de la fête nationale, vous le voyez, jeunes et moins jeunes étaient en rouge et blanc au centre de gérontologie Régnier 3 à l'occasion d'un joli moment organisé de manière annuelle, un concert intergénérationnel. Depuis 2011, le festival de court-métrage Le Temps Presse s'engage pour un cinéma citoyen. Une projection a eu lieu la semaine dernière au Théâtre des Variétés pour des enfants de la Principauté qui ont dû élire leur court-métrage préféré, le reportage de Christine Datomel. Le Temps Presse a donc permis à 309 petits élèves de la Principauté de se mettre dans la peau d'un jury. Âgés de 8 à 14 ans, les enfants ont visionné 5 courts-métrages, chacun traitant d'un objectif du millénaire pour le développement. Munis d'un petit questionnaire, à la fin de chaque projection, les enfants notaient le court-métrage afin d'élire leur film favori. Les grands thèmes qui ont été abordés, on les a abordés à travers les différents petits courts-métrages. Mais il y a eu le handicap et donc l'acceptation de la différence et puis les inégalités, comment justement faire face. Il y a eu une très bonne réaction d'ailleurs de la part des enfants qui ont été très sensibles. On a eu un film sur l'eau, l'accès à l'eau. Et là aussi, sur les inégalités, tout le monde n'a pas accès à de l'eau potable à son robinet. Donc ça, je pense que c'est important que ce message puisse passer. Voilà, on a eu également sur la biodiversité un petit film symbolique qui a fait poser aux enfants beaucoup de questions. Les réactions que l'on a vues, c'est surtout à la fin des films. On a vu qu'il y avait 2 films sur lesquels ils avaient bien réagi. Un film qui parle du handicap et puis de l'acceptation des autres tels qu'ils sont. Et d'une certaine manière, les 2 films sur lesquels ils ont vraiment bien réagi, c'est ces 2 films-là qui parlent effectivement de ces inégalités et malgré tout de s'accepter peut-être comme on est et de s'entraider. 15 classes de Monaco au total ont donc participé à cet événement, tout comme 6 autres pays, soit plus de 1500 élèves à travers le monde qui ont voté avec leur âme d'enfant pour constituer le prix des enfants. Et si ce festival traite des objectifs du millénaire pour le développement, afin de sensibiliser un large public, il s'adresse aussi à la jeunesse, car donner la parole aux enfants est essentiel. Le prix des enfants, on l'a créé parce que l'avenir leur appartient. Et c'est un des prix qu'on a dû créer au bout de la 3e ou 4e année, parce qu'on s'est rendu compte que c'était le prix essentiel, indispensable au festival, parce que tout ce qu'on est en train de faire là, on est en train de les nourrir, de leur permettre de se poser des questions, des bonnes questions, et même s'ils ont des interrogations, ils auront, j'espère, l'occasion d'en parler en classe. Prôner un cinéma responsable ayant une portée citoyenne, un engagement social, environnemental et humain, tout en mettant en lumière de jeunes réalisateurs et en mobilisant la jeunesse, c'est cette vision du monde que souhaite faire partager Le Temps Presse. Éradiquer la pauvreté, protéger la planète et garantir la prospérité pour tous, tels sont les objectifs du développement durable de l'ONU. La cérémonie des remises des prix du festival se déroulera, quant à elle, le 4 janvier prochain à l'Hôtel de Ville de Paris. Et de retour en classe, les enfants devront écrire un petit texte avec l'aide de leur professeur sur le court-métrage qu'ils ont préféré. Un choix pas si évident et vous allez le voir, certains d'entre eux ont particulièrement touché les petits. Nous les avons rencontrés à la sortie de la projection. C'était des fois triste parce qu'on voyait dans le premier film que ça parlait d'animaux et il y a des gens qui
qui les tue pour manger. J'ai aimé parce que c'était émouvant et ça parlait des enfants qui ont des choses en moins que nous. Et nous, on a tout ce qu'il faut et des fois, on n'est pas content. Donc voilà. La nature, il faut la protéger parce que si on ne la protège pas, on peut avoir des mauvaises choses. Parce que les enfants, l'eau, elle n'est pas bonne et donc ils vont boire de l'eau pas bonne. Et après, les gens, ils sont malades, comme on a pu voir aussi. Et donc, sans la protéger, on peut être malade aussi. Ce qui montre, c'est souvent vrai, et qu'il faudrait qu'on arrête les choses mal qu'il y a dedans. Déjà, ça nous instruit et que ça joue aussi pour notre futur et que beaucoup de gens réalisent que maintenant qu'il faut agir et que ça devient un peu trop tard. J'ai beaucoup aimé parce que ça montre un message et juste en un film, on peut comprendre quelque chose qu'on ne pense pas en vrai dans la vie comme ça. Le lycée technique et hôtelier de Monaco accueillait une conférence autour d'un sujet qui fait actuellement débat, la vaccination. Christine Datomel, Alexandra Paolini et Louis Borgia ont rencontré des professionnels de la santé pour faire le point. Avec eux, reportage. Que penser de la vaccination? Devons-nous nous faire vacciner? Quels sont les vaccins obligatoires? Que penser de leur efficacité et de leur sécurité? Autant de questions auxquelles ont tenté de répondre des professionnels du monde de la santé lors d'une conférence donnée dans l'amphithéâtre du lycée technique et hôtelier ce mardi soir. Et si le sujet fait débat et qu'une polémique autour des vaccins s'est instaurée au fil des ans, même s'ils sont parfois redoutés, les vaccins nous permettent de lutter contre la recrudescence de certaines maladies. Alors, devons-nous en avoir peur? La réponse avec le professeur Odile Launay. Aujourd'hui, en fait, quand on recommande des vaccins, on est vraiment dans une logique de risque-bénéfice. On ne peut pas dire que les vaccins, c'est zéro risque. Il n'y a aucun médicament qui a aucun risque. Mais le risque est extrêmement faible parce que les vaccins sont développés avec justement des critères de sécurité qui sont particulièrement soigneusement évalués pendant le développement du vaccin et puis après, quand on vaccine à très très large échelle aussi. Donc le risque zéro, non, ça n'existe pas, mais le risque est suffisamment faible et vraiment extrêmement faible pour que le bénéfice que permet le vaccin soit très très largement supérieur au risque. Donc c'est toujours cette balance bénéfice-risque qui n'est pas toujours très facile à expliquer, mais qui, aujourd'hui, est tout ce qui sous-tend nos recommandations. On considère, quand on fait une recommandation, a fortiori quand on rend obligatoire un vaccin, que le risque est extrêmement faible et que le bénéfice est très très largement supérieur au risque. 11 vaccins seront désormais obligatoires en France dès le 1er janvier prochain. En plus de la diphtérie, du tétanos, de la poliomyélite, les parents devront également faire vacciner leurs enfants de moins de 2 ans contre la coqueluche, la rougeole, les oreillons, la rubéole, le méningocoque C, le pneumocoque et l'Haemophilus influenza B, à l'origine de pneumopathie et de méningite. Dès le 1er janvier 2018, 11 vaccins seront obligatoires au lieu de 3, selon le texte de loi voulu par Agnès Buzyn, la ministre des Solidarités et de la Santé. Mais alors qu'un vent de contestation se lève, une question se pose, que risque-t-on à ne pas faire vacciner son enfant? Les réponses avec le docteur François Villesage. On a tendance à oublier un peu les épidémies qu'il y avait au début du XXe siècle, avant la vaccination. Et les gens, ne voyant plus les maladies, se disent finalement, j'ai pas besoin de me vacciner, j'en ai pas besoin. Si vous ne faites pas, comme justement, si vous voulez, on a ce qu'on appelle la couverture vaccinale, c'est-à-dire le nombre de gens dans une population qui sont vaccinés. Pour que la maladie ne circule pas, ça dépend, c'est variable d'une maladie ou pas, mais il faut entre 70 et 95% de gens vaccinés. Pour la rougeole, c'est par exemple deux injections à 95% de la population. En France, on est plutôt aux alentours de 80-85%, donc la rougeole circule toujours. Et on a encore des morts de rougeole, il y en a une récemment d'ailleurs à Marseille, une adolescente qui n'était pas vaccinée. On a encore des méningites qui auraient dû disparaître. Malheureusement, toutes ces maladies-là qui auraient vraiment dû disparaître, les méningites ont disparu d'Angleterre, par exemple, parce qu'ils vaccinent bien. Nous, en France, on vaccine mal, et donc on va être un des pays d'Europe, on est déjà un des 6 pays d'Europe où il y a encore de la rougeole. On est un des pays d'Europe où on a le plus de méningites, alors qu'avant on avait plutôt moins que les autres, mais comme les autres ont vacciné, ils en ont moins.
Et nous, on continue à avoir les mêmes. Et ça, c'est vraiment dramatique. Et puis pour d'autres vaccins, le vaccin contre le cancer du col de l'utérus, on est très très mauvais, 14% de vaccinés, de jeunes filles, alors que des pays comme les États-Unis, l'Angleterre, l'Australie sont à 90% de couverture vaccinale et voient disparaître ces lésions, ces cancers, alors que nous en France, on va avoir l'extrême chance de continuer à en avoir, malheureusement. Et le cancer du col de l'utérus, c'est juste 1000 morts par an en France. Le dessin comme origine de tout art et de toute expression, voici le thème de la nouvelle exposition de la galerie L'Entrepôt. Nous y avons fait un tour. Qui n'a jamais griffonné sur une feuille de papier pour passer l'ennui? Le dessin est le stade premier de l'image accessible à tous et dès le premier âge. C'est de ce constat qu'est parti le curateur de la nouvelle exposition de L'Entrepôt. À l'affiche, 8 artistes italiens, à chacun sa propre approche et sa propre expérimentation. Ils sont réunis autour de l'idée du dessin. Mais naturellement, ce n'est pas les dessins tout simplement, mais ce sont des différentes façons d'affronter, de décliner les dessins. L'espace de la galerie est transformé en un lieu d'échange et de convivialité. Le public est invité à s'asseoir pour regarder et interroger les œuvres. Maurizio Bologni lui apporte une dimension totalement différente parce qu'il va introduire, au fond, l'écriture automatique. Et si on va plus loin, il est, sans le vouloir forcément, un adepte, je dirais, de l'intelligence artificielle. C'est-à-dire qu'il va lier ensemble 200 ordinateurs, les sceller. Il n'y a pas de moniteur pour voir son travail. Et Bologni donne l'ordre à l'ordinateur de dessiner ce qu'il a envie. Une exposition à découvrir jusqu'au 21 décembre à la galerie L'Entrepôt dans le quartier de la Condamine. Retrouvez à présent votre invitée du mercredi. Vanessa Dessy a rencontré Evelyne Ginta. L'ambassadeur revient notamment sur ses diverses missions. On les écoute. Vous venez de voir l'essentiel de l'actualité monégasque. Nous avons donc rejoint notre invité du mercredi. J'ai à mes côtés son Excellence Evelyne Ginta. Bonjour. Bonjour. Merci de nous accorder cet à entretien. Madame l'ambassadeur, si vous me le permettez, vous êtes dotée de multiples casquettes. Peut-on évoquer vos diverses missions? Alors, ma mission principale est ambassadeur au Royaume-Uni, ambassadeur de Monaco, et également ambassadeur auprès de la République du Kazakhstan. Donc, ces deux casquettes. Après, je représente la fondation Albert II UK. Et voilà, c'est déjà pas mal. Et MIE, bien sûr. MIE, ça a été pour le Kazakhstan. En tant qu'ambassadeur, j'ai participé énormément à l'organisation du pavillon, de la journée nationale. Une très très belle prestation. Vous parliez justement de Monaco Interexpo. Est-ce qu'on peut dire qu'Astana 2017 peut apporter vraiment un réel rayonnement à la principauté en termes surtout d'attractivité? Je pense que Astana 2017 peut et a apporté un réel rayonnement. Pour les gens du Kazakhstan, Monaco, c'était le glamour, le Grand Prix, mais ils ne connaissaient pas vraiment la principauté. Et notre pavillon, qui a été d'ailleurs très apprécié puisqu'il a reçu un prix, et visité, un des pavillons les plus visités de l'exposition, a montré que Monaco était un endroit où les gens pouvaient vivre, travailler, se développer, et nous avons déjà de nombreuses retombées de la part de personnes qui viennent en tant que touristes ou qui même s'installent à Monaco du Kazakhstan. Alors on a appris que le pavillon avait déjà une seconde vie au Kazakhstan, et ça me vient tout naturellement comme transition. Vous êtes également à la tête de la Fondation Prince Albert II, branche britannique. Absolument. J'imagine que l'environnement est un domaine qui vous tient particulièrement à cœur. L'environnement nous tient particulièrement à cœur, et la Fondation Albert II a pris une importance a pris une grande importance en Grande-Bretagne. Nous travaillons avec de nombreuses institutions. Nous travaillons avec des universités et les meilleures, puisque nous avons des partenariats avec Oxford, Cambridge, Plymouth et Édimbourg. Et surtout dans l'environnement marin, où Monaco a une vraie expertise. Ensuite, nous travaillons avec des musées. Par exemple, nous avons un partenariat avec le Natural History Museum, qui établit une cartographie des plantes rares et qui sont en train de disparaître. Et Monaco finance un projet
qui permet sur place aux gens qui habitent ces régions de savoir comment planter, replanter, traiter ces végétaux. Et enfin, au plus haut niveau, nous travaillons avec le Prince of Wales Trust, c'est-à-dire le prince de Galles. Et ceci a culminé par une réunion entre le souverain et le prince Charles à Malte, où ils ont fait une déclaration commune sur le problème des plastiques dans les océans. Donc la Fondation Albert II en Grande-Bretagne est assez connue. Nous sommes à quelques jours de la fête nationale monégasque. Alors comme chaque année, le 19 novembre permet finalement de réunir les différents corps diplomatiques. C'est une belle occasion de se retrouver? C'est une belle occasion de se retrouver. Je pense que nous avons tous le même engagement, montrer à quel point Monaco est un pays exceptionnel, éthique, où il fait bon vivre. Et je crois que les étrangers sont toujours ravis de venir chez nous. Merci beaucoup Madame l'Ambassadeur pour nous avoir accordé cet entretien. Merci. Et je vous rappelle évidemment que la fête nationale le 19 novembre est à suivre en direct sur Monaco Info dès 9h25. Et du côté de l'actualité sportive, en bref. Résultats sportifs avec la nouvelle victoire des joueurs de la Roca Team sur le parquet de Mercy, 6/6. La Roca Team l'a donc fait. Elle est toujours la seule équipe invaincue en Ligue des Champions. Prochain match ce week-end à Pau pour les Rouges et Blancs, le 18 en début de soirée. Et vous pourrez également retrouver le direct de la fête nationale sur les pages Facebook de Monaco Info, du Palais Princier et du gouvernement. Il est l'heure à présent de découvrir les prévisions météo de ces prochains jours. Jeudi, belle journée de rares nuages, un vent continu et un temps assez doux, température comprise entre 12 et 18 degrés. Vendredi, un soleil un peu voilé dans la matinée, mais beau temps dans la journée. Samedi, soleil et quelques nuages, pas de pluie, baisse insignifiante de la température, 13 degrés pour les minimales et 17 pour les maximales. Dimanche, jour de la fête nationale, un temps moyennement ensoleillé et des températures qui restent acceptables pour la saison. Lundi 20, temps sec et beau, peu de changements pour le reste de la semaine à venir. C'est la fin de ce journal, merci de nous avoir suivis et n'oubliez pas que vous pouvez suivre tous nos programmes en téléchargeant sur vos smartphones et tablettes l'application Monaco Info. Bonne soirée à tous.